ce sont de très belles histoires et qui ont occupé mes 38 ans de maison. Et bien occupé. Il faut repartir à cette phase d'étude de la reconversion et surtout de la rencontre de M. Jean-Philippe Leclerc, inspecteur de la DAS. Pendant 2 ans, nous avons travaillé puisque nous avons ouvert l'IME et la MEX en 1973, de 72 à 73, novembre 73, j'ai rencontré très souvent M. Leclerc, les inspecteurs de la DAS, M. Letin, mais nous sommes montés également au ministère et nous avons également travaillé avec le département. Lorsque la reconversion de l'établissement a été entérinée par l'administration, par les ministères, et ensuite validée par le conseil d'administration de la maison, très vite, il nous a fallu penser au devenir des enfants et de l'IME et de la maison d'enfants à caractère social. Et les établissements que vous évoquez, notamment le centre d'aide par le travail du Pont de Saint, il est né de discussions entre nous avec M. Leclerc parce que tous les enfants de l'Avesnois, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs de ces zones limitrophes de la Belgique, partaient en Belgique. Monsieur Leclerc m'a dit, il faut que vous travailliez maintenant un projet d'établissement pour adultes handicapés. On n'avait pas fini la reconversion, il fallait déjà envisager un autre établissement. Et c'est un garçon que nous avions dans l'établissement. Ce garçon est toujours là. Il s'agit de Didier Dubois. Cet enfant se trouvait dans un groupe et nous étions et les uns et les autres très attachés à cet enfant puisque nous l'avions reçu en dehors de toute règle très tôt, très jeune, parce que très fortement handicapé. On le voyait grandir et un jour, les examens psychologiques ont conduit les spécialistes à cette orientation d'une maison pour malades mentaux et on a senti que de suite, il allait nous quitter pour aller vers un centre de psychiatrie. Et là, nous nous sommes opposés. Je m'y suis opposé en indiquant Didier restera avec nous. Il n'y avait pas encore l'amendement Creton qui permettait de... Non, c'était pas encore signé. C'était un peu plus tard. Ah d'accord. C'était un tout petit peu plus tard. Parce que cet amendement a permis de garder plus longtemps des enfants, des adolescents dans l'établissement. Alors nous avons, étant donné la qualité des rapports avec l'administration, l'inspecteur et la DAS, parce que nous étions redevenus en grâce. Il faut savoir aussi que nous avions accepté bon nombre d'enfants du foyer des Kermes de Lille. Donc, on leur tirait tout de même une épine du pied. Oui, et puis ces enfants étaient mieux ici qu'au foyer des Kermes, où ils étaient bien pris en charge. Ils étaient très bien, oui. Et on les a gardés, et comme ils n'avaient pas de famille, c'était le critère pour les envoyer dans l'Avesnois, nous les avons gardés, et bon nombre sont allés ensuite également au CAT. Voilà comment les choses ont pris naissance. Mais de façon concrète, lorsque le projet de CAT a été émis, le conseil d'administration a été avisé et très rapidement la propriété du Pont de Saint, devant laquelle je passais quotidiennement, ou presque, s'est trouvée être à vendre. Monsieur Leclerc en était également informé puisqu'il était originaire de Saint-du-Nord. Et son père était administrateur de la maison. Donc,
Monsieur Leclerc m'a appelé en me disant il faudrait voir s'il n'y a pas une opportunité auprès de cette propriété. J'ai entrepris les démarches et très tôt, nous nous sommes aperçus que nous avions là un concurrent sévère qui était le fabricant de bombes de Pont-sur-Sambre, monsieur Mulman, qui précédemment avait acheté quelques 300 ou 400 hectares de forêt à Madame de Peretti, était intéressé par ce qu'il restait de cette belle propriété qui, du temps du prince de Talleyrand-Périgord, faisait quelque chose comme 1500 hectares. Et ce qu'il restait, c'était le bâtiment principal où vivait Madame de Peretti et la ferme, le tout en très mauvais état, et quelques 30 hectares de prairies et de bois. C'est grâce à l'entregent de M. Charles Navot, qui était vice-président de l'association, mais également de Maître Roffian, que Madame de Peretti nous a donné les faveurs pour acheter cette propriété. Alors, vous aviez déjà visité des CAT avant, ça existait des CAT, parce que c'était quand même des structures peu nombreuses, non? Comment vous avez fait pour vous renseigner sur ce type de structure? Je ne connaissais absolument pas ce qu'étaient les CAT. J'en avais entendu parler, mais sur le secteur géographique, il n'y en avait aucun. Le seul qui existait, c'était en Belgique, c'était le centre de Reine Fabiola. Et je suis allé voir le centre de Reine Fabiola. J'y suis devenu d'ailleurs administrateur de ce centre pendant de nombreuses années et me suis grandement inspiré de ce que faisait Reine Fabiola par rapport aux handicapés. J'ai visité également d'autres centres, que ce soit dans le secteur géographique ou des secteurs éloignés. Secteur géographique le plus proche, c'était dans l'Aisne. C'était la Fondation Savard. Oui, elle existe toujours. Qui existe toujours et qui avait initié le CAT. Il n'y en avait pas d'autres sur le secteur. Voilà comment j'ai rencontré, comment j'ai découvert et comment j'ai appris ce que j'allais faire. Étant originaire de la Bretagne et d'un milieu rural en Bretagne, je ne connaissais bien que ce milieu rural. Et j'ai pensé que la propriété du Pont-de-Saint, avec les hectares de terrain, une trentaine d'hectares, dont 10 hectares de bois, pouvait nous permettre de développer des activités d'élevage et procéder à un certain nombre d'activités de nature, telles que l'horticulture. Des activités qui vont bien à cette population d'adolescents voilà. et de jeunes adultes. Hein, mais voilà, et c'est tout simplement de cette façon que nous avons commencé à élaborer le projet. Et ce projet qui a commencé à être pensé en 73, 74, nous avons mis 1 an pour le conceptualiser, acheter la propriété et mettre en route l'activité. Oui, c'était des projets pédagogiques, hein, on va dire, projets professionnels aussi. Hein. Oui. Et puis projet d'achat, c'était quand même et de rénovation, c'était quand même un projet important, un gros travail, ça. Le projet de rénovation de... Alors, vous avez tout à fait raison, parce que les fonds de l'association n'étaient pas suffisants pour faire face à des achats d'une telle propriété, mais nous avons pu, grâce à l'intervention
encore de M. Leclerc, qui est devenu directeur adjoint de la DAS, nous avons pu bénéficier de prêts, mais également nous avions, l'année précédente de l'acquisition, fait des excédents de gestion, ce qui ne s'était jamais produit, puisque en arrivant en 70, la gestion avait un bilan déficitaire. Et là, nous avons pu négocier ces excédents qui nous ont permis également d'avancer les fonds pour l'acquisition du CAT. Ce CAT également a été discuté à Valenciennes, là également au niveau d'une commission départementale dans les locaux qui étaient l'ancien hôpital de Valenciennes qui aujourd'hui a été transformé pour devenir un hôtel de luxe et qui est quelque chose de splendide. Eh bien, c'était dans ces vieux locaux que la réunion s'est tenue et où le projet d'achat de ce château avait fait bondir les membres de la commission, et ce n'est que après nous être battus et avoir été défendus par les inspectrices et inspecteurs de DAS que la commission a accepté de nous octroyer le feu vert pour démarrer ce centre. Alors après, il y a le CAT de Féron, cette grande histoire. Il y en a eu une autre, c'est-à-dire la réhabilitation ou la construction, je ne sais pas comment on doit dire, du site du Bol Vert en plein centre du village. Oui, également une aventure qui ne durera pas moins de 20 à 25 ans. Ah oui. Mais cette aventure du Bol Vert ou de la verrerie Parent à Trélon, elle s'inscrit tout à fait dans le prolongement des activités et de la vie au Pont-de-Saint, au centre d'aide par le travail. Ce centre d'aide par le travail a été inauguré en 1980 par M. Pierre Mauroy. Je le cite parce que c'est important, notamment quand il s'agit de personnalités telles que celui ou cette personne qui va venir à peine quelques mois avant qu'il ne soit Premier ministre. Et pour le renom d'une maison et pour faciliter les négociations, les discussions après avec l'administration, c'est très important. Monsieur Pierre Mauroy était venu le 7 octobre 80. Il était sénateur, non? Il était sénateur, il était président de la région, oui. La région Nord. À cette époque, il était maire de Lille. C'était c'était une personnalité importante. Pourquoi Pierre Mauroy? Parce que c'était lui qui avait accepté de nous subventionner le plus pour la création du CAT. Et nous avions différé la cérémonie d'inauguration pour qu'il voie quelque chose en marche. Nous avons réussi notre coup puisqu'il y a passé toute la journée, et lorsqu'il a été Premier ministre, il m'a envoyé une correspondance pour me remercier de ce que nous avions fait au Pont-de-Saint. À partir de là, nous avions des activités qui tendaient à s'étendre. Nous n'avions pas suffisamment de prairies pour l'équitation qu'on développait au Pont-de-Saint. Nous n'avions pas suffisamment de prairies non plus pour les vaches laitières qui produisaient le lait pour le fromage maroilles, si bien que nous cherchions à nous étendre vers l'extérieur, d'où la ferme de Rinsart, avec
les chèvres, mais également des espaces de pâture pour les vaches laitières. Et puis il y avait aussi pour l'équitation un centre d'équitation que nous avions initié, en plus de celui de Saint-du-Nord. Nous avions repris la base du Val-Joli dans la ferme dite des Grandes Pâtures, et là nous avions installé un club d'équitation avec la possibilité d'héberger des gens qui viendraient pour des loisirs. C'est de cette façon que les loisirs sont rentrés comme étant une activité professionnelle du CAT. Mais c'est pas habituellement, les loisirs, à l'époque, ça n'était pas une activité de CAT, si? Non, du tout. C'était encore une innovation. C'était encore une innovation, tout comme était une innovation l'entièreté d'un CAT basé sur des activités agricoles. Et là, le loisir se développait de plus en plus. Il nous fallait avoir des normes pour accueillir les personnes qui venaient de l'extérieur, et nous nous sommes mis en quête de chercher une structure qui corresponde. Le projet a été évoqué lors d'un conseil d'administration auprès de tous les membres, et M. Baumet, maire de Trélon, était administrateur de l'association La Maison des Enfants. Dès qu'il a entendu parler d'une propriété, il m'a suggéré d'aller visiter avec lui ce qui était absolument une ruine, puisque à l'abandon depuis une dizaine d'années, l'ancien site de la verrerie Parent, c'était une friche industrielle qui avait eu un passé assez extraordinaire en tant que verrerie et qui, depuis 10 ans, avait fermé ses portes. Cette friche était absolument envahie par la végétation. Les arbres poussaient à l'intérieur des bâtiments. Au plus un seul toit ne pouvait être conservé. C'était absolument un visage apocalyptique. Une ruine. Une ruine. J'ai invité toute l'équipe d'ouvriers qui, elle, avait remis l'établissement de Trélon en état, qui avait également restauré l'entièreté du château du Pont-de-Saint, de venir visiter la verrerie Parent, et nous avons passé toute la matinée pour visiter. Nous sommes rentrés dans chaque bâtiment, chaque maison, nous avons grimpé dans tous les étages, et ensuite on s'est réunis et la question a été posée, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils m'ont tous répondu à l'unanimité à la question posée, on y va ou on n'y va pas? Ils m'ont dit, on y va. C'était un challenge. C'était un challenge, et là, nous sommes partis pour un challenge d'une 20aine d'années. Alors, une fois l'aval de cette équipe d'ouvriers, pour qui je ne dirai jamais suffisamment de bien ni suffisamment de louanges, parce que la maison des enfants ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces ouvriers dont la compétence, le dévouement étaient vraiment hors du commun. C'était déjà Silvio, le contremaître, ou il y en avait eu un autre? Il y avait eu avant donc Silvio, qui était Monsieur Sanson. Oui, nous on dit Silvio. Silvio, mais c'était Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Mais Monsieur Sanson, je l'ai promu au départ, lors du départ en retraite, en 71, c'est Monsieur Sanson qui a pris le relais. Et tout a été fait sous la responsabilité de Monsieur Sanson, à qui je dois beaucoup. C'était une personnalité très, comment dire, très joyeuse en plus. Il était toujours très communicant. C'était un homme communicant, c'était un homme compétent, c'était un homme d'ordre, c'était un homme structuré et qui se faisait obéir par toute son équipe, laquelle équipe
lorsque le Bolwer a été engagé, a énormément cru, puisque nous avons embauché tout ce que je pouvais embaucher à l'époque, TUC, SIVP, CES, chômeurs, prisonniers en fin de droit des prisons de Maubeuge et de Valenciennes. Et l'embauche de ces prisonniers a été également saluée par la presse, notamment lors de la venue des procureurs de Maubeuge, de Valenciennes. Ces prisonniers ont fait que M. Aurousseau, le préfet de région, reçoivent les félicitations de M. Chalandon, ministre de la Justice, pour avoir été le premier à innover dans le Nord l'accueil de prisonniers dans une friche industrielle à rénover. C'était la verrerie Parent. C'est un beau message, hein. On se restaure en restaurant les ruines d'une ancienne verrerie, et je trouve que c'est un double message qui est très beau. Tout à fait. Et là, M. Aurousseau a été précédé pour la visite de son épouse, Madame Aurousseau, qui accompagnée de Madame Bertrand, l'épouse du sous-préfet d'Avesnes, elles sont venues toutes les deux pour visiter le CAT, et en même temps, je les ai fait visiter la friche industrielle. Madame Aurousseau nous a quittés en fin de journée en disant « Vous ne tarderez pas à avoir la visite de mon mari ». Il est venu, et lorsqu'il est venu, non pas les mains vides, mais avec une forte subvention, parce qu'il avait été le premier dans le département du Nord à accueillir dans l'une des structures les prisonniers. Voilà comment se sont tissés les liens avec les préfectures ou les différents préfets de région du Nord. Mais ensuite, il y a eu ces travaux qui ont duré des années. Je pense qu'il faut qu'il y ait eu une constance de la part de ces ouvriers, de la part de M. Sanson, chef d'équipe, de la part également de l'architecte qui était M. Ficheux, qui a toujours suivi les travaux pour qu'ils puissent être menés à terme. Mais nous avons été également soutenus par nombre de personnalités, dont les gens de la région, le président de la commission aménagement du territoire, qui était M. Humberto Baptiste, est venu parce que j'avais sollicité une subvention. Mais le montant était tellement important qu'il a cru bon devoir déplacer les 25 membres de sa commission pour voir la raison d'une demande aussi importante sur une usine vraiment en friche. Nous les avons reçus toute la journée avec un déjeuner et rien ne leur a été épargné. Ils ont visité les locaux qui étaient en cours de restauration. Ils ont vu tous les ouvriers qui travaillaient pour qu'ils puissent bien se rendre compte également de ce qui avait été fait. On avait aménagé un écran dans cet espace qui était un grenier. Nous avions percé les voussettes de briques, installé une échelle métallique et tout le monde, hommes et femmes, est passé à grimper avec cette échelle et rentrer dans ce grenier. Nous avons projeté les images des réalisations et à la fin de l'exposé sur ce que nous voulions faire, M. Baptiste a pris la parole et en conclusion,
il a dit « Bravo, je ne peux pas vous laisser réussir tout seul. Nous avons décidé de multiplier par 3 le montant de la subvention que vous aviez sollicité. » C'est magnifique, c'est extraordinaire. Oui. Et ensuite, nous avons, pour poursuivre les travaux, nous n'avions pas suffisamment d'argent parce que nous avions de l'ambition. Tout de même, une centaine de lits d'accueil pour le tourisme, un manège couvert, un hôtel pour accueillir, ouvert au grand public, etc., etc. Un auditorium, des salles de réunion, restaurants, dans le cadre. Voilà. Et là, tout vient à point, mais nous avions entendu parler que l'Avesnois allait bénéficier de subventions fédères. Et que l'Avesnois, pour la partie tourisme, était éligible à ce dispositif. Nous nous sommes inquiétés, nous avons harcelé l'administration, notamment la préfecture, et nous avons reçu un jour que ces personnes venaient sur l'Avesnois. Ils ont décidé de mettre un terme au harcèlement que nous pratiquions pour voir ce qui se passait. Et nous avons reçu la visite de Madame Nathalie Thieleux et de Monsieur Béag. Nathalie Thieleux était attachée du ministère pour tous les dispositifs fédères. Et M. Béag était conseiller à la région. Ils sont venus, nous avons visité, nous avons déjeuné ensemble, et pendant le déjeuner, Mme Thieleux m'a demandé si je pouvais lui faire un chèque immédiatement de 5 000 €. Et je lui dis, oui, c'est possible. Elle me dit, si vous le faites, moi, je vous en donne 5, tout de suite. Je dis, oui, pourquoi? Elle me dit, si nous pouvons mettre ensemble 10 000 €, vous aurez l'aide de ProTourisme, qui est un cabinet de consultation pour étudier tous les projets qui dépendent du FEDER, mais elle me dit parce que ces dossiers FEDER étaient très compliqués, très compliqués à constituer. J'avais entendu parler. Très compliqué. C'était vraiment c'était énorme à dissuader les meilleures volontés. Et donc j'ai pris sur moi pour ce chèque de 5 000 €. Et elle m'a dit, dans ce cas, eh bien cet après-midi, puisque vous voulez que ce centre progresse, il y a une réunion au Val-Joli de toute la commission départementale et régionale pour l'octroi des subventions. Si vous êtes capable de présenter le projet, venez cet après-midi, sinon, retenez bien, le train ne passera qu'une seule fois. Dites-moi, c'était millimétré quand même. C'était millimétré. J'y suis allé après le déjeuner, donc que nous prenions ensemble, et j'ai présenté le dossier. Le dossier a été le seul accepté pour l'Avesnois. Non, mais on comprend bien, hein, pour des projets comme les AT ou pour le Bol Vert, non, il faut non seulement une équipe de bons ouvriers qui sont volontaires et qui ont des doigts d'or, mais il faut aussi communiquer, il faut aussi inviter, il faut présenter son projet, il faut le défendre, il faut persévérer. Il y a deux choses dans la balance. Oui. Parce que pour construire, il faut de l'argent. Oui, il faut beaucoup d'argent. Il faut surtout, je pense, avoir des personnes motivées de la tête jusqu'aux prisonniers de prison. Je pense que si nous avons une équipe derrière nous, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais nous avions du bonheur. Lorsque nous avons réalisé le château du Pont-de-Saint, nous invitions au beau jour les familles des ouvriers à venir passer le dimanche après-midi avec le barbecue des brochets que nous avions pris préalablement dans la rivière.
lorsqu'on a fait le bol vert, je me suis toujours arrangé pour obtenir des aides financières des entreprises qui nous approvisionnaient pour subventionner des sorties de nos ouvriers, que ce soit pour aller à la mairie de Paris écouter Miguel Angel Estrella qui venait lui donner des concerts, ou pour aller au Lido avec les familles. C'était des bus entiers que nous faisions avec eux et qui ne coûtaient rien à la maison. Alors, le lundi matin, quand ils reprenaient le travail, même s'ils étaient fatigués, personne... Oui, puis tout de même, ils ont réalisé des choses tellement belles. Quand on va aussi bien au château qu'au château de l'Esat, de la ferme du Pont-de-Saint, ou au bol vert, quand on rentre dans la salle de la forge, c'est magnifique. Ils se réalisaient. Ah oui. Ils se réalisaient. De ruines et construire de si ils construisaient, chacun s'est réalisé. Le plus bel exemple est sans doute un monsieur dont je tairai le nom, que j'avais embauché, qui était un chômeur de longue durée, et il travaillait, et comme j'allais les voir quotidiennement, c'était dans le bâtiment dit le bâtiment bleu. Nous étions arrivés à l'étage, et dans les angles de murs, pour avoir un éclairage de nuit, j'avais souhaité que l'éclairage puisse filtrer à travers des petites interstices dans la construction. Bref, l'ouvrier qui travaillait à ce mur était informé, et je lui avais demandé de réaliser ce que je souhaitais. Et à chaque fois qu'il avançait, je le faisais déconstruire. Et il retournait chez lui, et un jour, il a réussi. Quelques mois plus tard, lors d'une Saint-Éloi, les épouses étaient invitées. Son épouse m'a pris à part et m'a dit, vous savez, il faut que je vous remercie. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que mon mari, et avec l'exigence que vous avez eue de le faire refaire son travail pour réaliser ce petit détail dans le mur, et il a dû faire appel à ses enfants et au Lego de ses enfants. Et mon mari, qui ne parlait plus à ses enfants, qui ne me parlait plus, a renoué avec mes enfants grâce à vous. Et de ça, elle me dit, je vous remercie. Quelques mois plus tard, ce monsieur a fait un cancer et il est décédé. Voilà, ce sont de beaux exemples. Ça a été du travail, il y a eu beaucoup d'émotions, mais il y a eu également de grandes heures. Oui, des petites histoires dans la grande histoire. Tout à fait. Et de beaux souvenirs, et puis de belles réalisations pour l'association. Alors nous avons également été aidés, donc je disais, par Madame Thieleux, qui a soutenu le dossier Objectif 1 et qui nous a permis pratiquement d'achever les constructions. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance de M. Rémy Potrat, et là, M. Rémy Potrat est venu un jour dans l'établissement, puisqu'il venait d'être nommé préfet de région, et il a été enthousiasmé par la réception qu'il avait eue, notamment par les enfants des Gazelles, et c'était début janvier, c'était ce groupe qui avait été retenu pour offrir les vœux au préfet de région. Les éducatrices qui avaient été informées avaient préparé un poème qui a été lu par une enfant, et ce poème invitait le préfet de région, s'il avait du temps, à venir déjeuner avec elle un jour où il serait libre, mais plus précisément un mercredi. Et là, le préfet de région, M. Potrat, a été très touché et leur a dit, écoutez, je ne viendrai pas déjeuner chez vous, mais c'est vous qui viendrez déjeuner chez moi à Lille. Et il a invité, tous les enfants sont allés, ça a été la fête. De ce jour-là,
Il est revenu, nous nous sommes vus très souvent. Il nous invitait aux manifestations du 14 juillet, les enfants qui n'avaient pas de visite. J'étais amené à le rencontrer assez fréquemment. Et lorsque, un jour, il m'a rencontré à Lille, il m'a dit « Si vous voulez inaugurer le bol vert, ne tardez pas parce que je vais partir. » Et là, Madame Thieulleux, avec qui donc j'étais toujours en relation, me dit « C'est le moment opportun pour finaliser d'une subvention les derniers travaux. » Donc très rapidement, le dossier a été fait, je n'ai pas eu le temps de l'envoyer, je n'ai simplement pu que le lui remettre en main propre le jour de l'inauguration, et il nous a dit « Je ne peux pas, vous le refusez, vous aurez la subvention, c'est une promesse. » Et nous avons eu la subvention qui nous a permis de finaliser l'entièreté du bol vert. Et ça faisait 24 ans. Voilà l'histoire du bol vert. Voilà. Merci Monsieur Boudard. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien. Et j'espère qu'il sera suivi d'autres petits entretiens comme celui-là, aussi riches et aussi intéressants. Merci de m'avoir invité, Madame Marais.